Marhaban bikoum, bienvenue dans votre espace des sciences de la vie et de la terre. Donc, fait la capsule radie proposée, elle est comme la correction de l'examen du baccalauréat session de juin 2024, session normale. Bien sûr, pour commencer, je vous propose la correction de la filière sciences physiques, option bio, bien sûr. Au Kip Qatarfo, c'est une année un peu spéciale, donc le cadre référentiel a été adopté et bien sûr la première composante de l'examen, à savoir la restitution des connaissances, notée sur 5 points, comme vous le savez tous, donc c'est une composante qui vise à évaluer surtout votre compréhension, votre capacité à mémoriser les concepts. La restitution comportait dans des questions en rapport avec les 3 unités programmées. Et pour commencer, la première question, donc, il était question de recopier le numéro de chaque définition et de donner le terme ou l'expression qui lui correspond. Et comme vous voyez donc, c'est une question en rapport avec l'unité 3, soit donc l'utilisation des substances organiques, des matières organiques et inorganiques. Alors, donc la solution est donc la décomposition biologique des déchets organiques en aérobiose pour produire des fertilisants du sol. C'est bien sûr le compostage. Mais la deuxième expression, c'est bien sûr le tri. La troisième, c'est la biométhanisation. C'est une décomposition biologique des déchets organiques en conditions anaérobiose. Et puis la quatrième expression, donc, c'est l'effet de serre, effectivement. Donc, c'est un phénomène naturel qui consiste à retenir une partie des rayons infrarouges par certains gaz de l'atmosphère, et qui a contribué bien sûr au réchauffement donc, de notre planète. La deuxième question est un QCM en rapport avec l'unité 1. La première unité soit donc la consommation de la matière organique et le flux d'énergie à l'échelle cellulaire. Le premier thème, la dégradation du glucose non liée au plasme libère de CO2 lors de la transformation. Vous imaginez que c'est la transformation du pyruvate en éthanol, c'est une partie de la fermentation alcoolique. La glycolyse permet de produire à partir d'une molécule du glucose 2 pyruvate, 2 ATP et 2 NADH+. Le bilan de la glycolyse. Les réactions de fermentation dans le sarcoplasme sont des réactions. N'oubliez pas que le sarcoplasme il fait allusion au cytoplasme de la fibre musculaire. Donc il s'agit bien de la fermentation lactique. Donc c'est des réactions anaérobies qui produisent du lactate et de l'ATP. Lors de la contraction musculaire, on a un raccourcissement de la bande claire et de la zone H. Rappelez-vous, à l'échelle du sarcomère, c'est le glissement des filaments d'actine qui entraîne donc un rétrécissement de la zone H et un raccourcissement de la bande claire. La bande sombre, par contre, ne subit aucun rétrécissement. Donc la réponse attendue, c'est 1A, 2A, 3C et 5A. La troisième question en rapport avec la deuxième unité, soit l'information génétique, c'est des questions à réponse alternative, donc on répond par vrai ou faux. Donc la première proposition, à la fin d'une méiose, on obtient 4 cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère, c'est faux. N'oubliez pas que la méiose contribue à la diversification génétique des gamètes, voire le rôle des brassages intra- et interchromosomiques. Les 4 cellules filles sont toutes haploïdes, c'est vrai, d'un point de vue chromosomique, ils se ressemblent, mais ils diffèrent par leur composition allélique. La division, la réplication de l'ADN se déroule lors de la phase S de l'interphase, c'est vrai. Effectivement, la phase S, c'est la phase de synthèse d'ADN, selon bien sûr le modèle semi-conservatif. On sait, la division équationnelle est précédée par une réplication de l'ADN, c'est faux. Rappelez-vous, la seule division qui n'est pas précédée par une réplication de l'ADN, c'est la division équationnelle de la méiose. Les deux divisions se succèdent l'une à l'autre. En D, l'ARN polymérase est une enzyme qui intervient dans la traduction de l'ARN messager, c'est faux. L'ARN polymérase, il intervient dans la transcription et non dans la traduction. Donc la réponse attendue est A faux, B vrai, 3 faux, 4 faux. C'était noté sur un point, soit un quart de point par chaque proposition.
La quatrième et dernière question, en rapport d'Emne avec la deuxième unité, c'est-à-dire l'information génétique. Il consiste donc à joindre, donc c'est l'appariement, donc à recueillir les couples 1, 2, 3 et 4 et d'associer à chaque numéro de l'ensemble A la lettre correspondante dans l'ensemble B. L'ensemble A, la première donc, expression, donc, l'ADN polymérase. Bien sûr, l'ADN polymérase, c'est l'enzyme qui intervient dans la réplication de l'ADN. Le centromère, comme vous le savez tous, c'est la structure reliant les deux chromatides de même chromosome. Le nucléosome, n'oubliez pas, c'est un complexe formé par l'association histone-ADN. Et finalement, le ribosome, c'est le complexe moléculaire participant à la synthèse des protéines, spécialement la traduction. Donc la réponse attendue, c'est 1E, 2D, 3A, 4B. C'était noté là encore sur un point. N'oubliez pas que ce qu'on cherche à évaluer par cette composante est votre compréhension ainsi que votre mémorisation. Cette question en principe ne doit pas vous prendre plus d'un quart d'heure sur un temps donc de 3 heures consacré à toutes les preuves. المكون الثاني ديال الامتحان هو la restitution, non plutôt donc c'est l'évaluation ديال le raisonnement scientifique, الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والخطاطي, donc la communication écrite et graphique. La partie, il comporte 3 exercices en rapport avec les 3 unités. Le premier exercice, le premier thème, c'est-à-dire le métabolisme énergétique. Les données. L'obésité est une maladie caractérisée par un excès de poids résultant d'une accumulation importante de lipides dans les tissus adipeux, pouvant nuire à la santé. Donc, des études récentes ont montré qu'une modification de métabolisme énergétique pourrait constituer une autre solution contre l'obésité, autre que l'activité sportive et le changement de régime alimentaire. Afin de comprendre la relation entre la modification de métabolisme énergétique et la protection contre l'obésité, on propose l'exploitation des données suivantes. Donc, maintenant, donc c'est essayer de comprendre la relation entre la modification du métabolisme énergétique et la protection contre l'obésité. يعني أن استغلال كم لهذه الوثائق باعتماد واحد الاستدلال العلمي خص يوصلكم لهذا الهدف. La donnée 1. Des recherches ont été réalisées chez 2 souches de souris, des souris WT saines et des souris de souche COX-6A atteintes d'une maladie mitochondriale. Le document 1 présente les résultats de mesure du poids du corps effectués chaque semaine chez les 2 souris soumises à un régime riche en graisse à partir de l'âge de 6 semaines. Le document 2 présente les résultats de mesure de l'activité enzymatique des complexes de la chaîne respiratoire mitochondriale dans les muscles des jambes des 2 souches de souris. Donc la première question consiste donc à comparer les résultats obtenus entre les souris WT et les souris COX-6A, puis de proposer une hypothèse expliquant la protection contre l'obésité chez les souris de la souche COX-6A. Je rappelle donc le document. Voilà. Alors vous allez noter que dans les 2 cas, à partir du moment où on a commencé à soumettre les 2 souches au régime HFD, remarquez effectivement que le poids du corps augmente chez les 2 souches de souris avec le temps. Cependant, il est bien le cas d'il y a les obèses. Remarquez que le poids passe de 25 à 45, alors que chez les souris COX-6A, il passe de 20 à 25. Donc, la comparaison, c'est très simple. Donc, cependant, l'augmentation du poids chez les souris WT est plus importante puisqu'il passe de 25 à 45 grammes, alors que chez les souris COX-6A, il passe de 20 à seulement 25 grammes. Alors, pour le document 2, l'exploitation, qu'est-ce qu'il nous apprend ce document? Remarquez qu'il nous résume un petit peu l'intensité de l'activité enzymatique des complexes de la chaîne respiratoire. Remarquez que pour les complexes 1, 2 et 3, il n'y a aucune différence à noter.
Donc l'activité enzymatique des complexes de 3 et 4 de la chaîne respiratoire est la même chez les deux souches. Par contre, il a surtout le complexe 4, l'activité enzymatique pour le complexe 4 les souris COX6A, il appelle de 0,5 UA, alors qu'il atteint 4 unités arbitraires dans le cas d'il y a les obèses. Donc l'activité enzymatique de complexe 4, par contre, est plus faible chez la souche COX6A, puisqu'il se situe autour de 0,5, entre 4 unités arbitraires chez la souche WT. Alors, formuler une hypothèse, bien sûr, consiste à, bien sûr, donner un sens aux résultats apportés par les documents proposés pour donner une première explication concernant le phénomène étudié, à savoir la protection contre l'obésité chez la souris. Donc, bien sûr, la différence observée laisse supposer que le déficit de l'activité enzymatique du complexe 4 de la chaîne respiratoire pourrait être à l'origine de la protection contre l'obésité, puisque c'est la seule différence qu'on a notée entre les deux souris. La donnée 2, donc pour expliquer la protection contre l'obésité et bien sûr mettre en relation la faible activité du complexe de l'enzymatique du complexe 4 et la protection contre l'obésité, on propose la donnée 2. Dans plusieurs types de tissus tels que le muscle squelettique et le tissu adipeux, les mitochondries contiennent dans leur membrane interne une protéine appelée l'ECP. Cette protéine agit comme un canal responsable de l'augmentation de la perméabilité du système membrane aux protons H+. La figure A du document 3 présente les mesures de la température du corps après 8 semaines de régime HFD chez les deux souches de souris, et la figure B du même document présente la quantité de cette protéine mesurée dans un muscle de la jambe chez ces souris. Alors la question, là encore, consiste donc à dégager les différences observées entre les deux souches de souris, puis de déduire l'effet de la quantité de cette protéine sur la quantité de chaleur libérée par les souris COX6A. Alors, je rappelle donc les différences donc, en ce qui concerne la figure A, qui nous montre donc la température corporelle des deux souches de souris. Notez bien que les souris COX6A, la température se situe autour de 38 degrés, alors qu'elle est de l'ordre de 37 degrés chez les souris saines WT. Donc la figure A montre que la température corporelle de souris COX6A est supérieure, puisqu'elle est de 38 degrés, à celle de souris W, située autour de 17. La figure B, remarquez qu'il nous présente dans la quantité de la protéine UCP chez les deux souches, et vous allez noter effectivement que chez les souches, c'est la souche COX6A, la quantité se situe autour de 6 unités arbitraires, alors qu'il est à peine de 2 unités arbitraires chez la souris WT. Donc la figure montre que la quantité de la protéine chez les souris COX6A est supérieure. Donc de telles questions sont des questions purement techniques, donc il suffit juste de procéder à une comparaison et de rédiger un message approprié. Alors la température du corps, on vous rappelle, rappelez-vous que toute information qu'on vous fournit doit trouver une place dans votre réponse. Donc pour déduire, donc la déduction consiste à mettre en relation les deux observations, mais aussi exploiter l'information fournie, à savoir que la température corporelle traduit la quantité de chaleur libérée. Donc, tenant compte de tout cela, chez les souris de la souche COX6A, la quantité élevée de la protéine UCP entraîne la libération importante de la chaleur, c'est ce qui a comme conséquence une augmentation de la température corporelle. Alors, la troisième donnée, des études ont montré que le changement de l'activité enzymatique du complexe 4 entraîne l'augmentation de l'activité de la protéine UCP, responsable de la perte de poids, c'est-à-dire la protection contre l'obésité. Le document 4 représente le schéma du fonctionnement de la membrane mitochondriale interne et le rôle de la protéine UCP. Alors la troisième question consiste à exploiter les données du document 4 et les données précédentes pour expliquer la relation entre l'activité de la protéine UCP, le fonctionnement de la chaîne respiratoire et la protection contre l'obésité chez la souris COX6A, et puis de vérifier l'hypothèse. Rappelez-vous donc que c'est une question de synthèse. Je vous rappelle le document 4 proposé à Hawa.
Et n'oubliez pas que chaque information fournie doit trouver, comme je disais tout à l'heure, une place dans votre réponse. Donc, remarquez que vous avez donc deux chemins empruntés par les protons. Le premier trajet accompagnant donc, qui s'accompagne de la synthèse ATP, c'est le trajet qui passe par les sphères pédonculées. Le deuxième trajet qui passe par la protéine UCP, il s'accompagne de la libération de la chaleur. Et n'oubliez pas qu'une libération de la chaleur entraîne une augmentation des dépenses énergétiques. Donc, si on fait une synthèse de tout ce qu'on a récolté comme information, rappelez-vous que tout à l'heure, on savait qu'il y a un déficit dans l'activité d'IEL, l'activité enzymatique de complexe 4. Donc, la diminution de l'activité enzymatique du complexe 4 de la chaîne respiratoire chez les souris. Et dans cette partie, la donnée 3, on vous a rappelé que ceci a pour conséquence d'augmenter l'activation de la protéine UCP. Qu'est-ce que ceci a pour conséquence? Bien sûr, les protons vont emprunter le chemin vers la matrice, le chemin de la protéine UCP. Donc, il y a un retour des protons vers la matrice à travers la voie de l'UCP, une voie libératrice de chaleur. On vient de vous dire que la libération de la chaleur, vous voyez là, a pour conséquence l'augmentation des dépenses énergétiques. Donc, dissipation de gradient H+ sous forme de chaleur, ça va augmenter les dépenses énergétiques et bien sûr, l'augmentation des dépenses énergétiques va entraîner une baisse de poids, la perte de poids. Donc, pour la vérification de l'hypothèse, bien sûr, le facteur déclenchant de la protection contre l'obésité chez la souche COX6A et le déficit de l'activité enzymatique du complexe 4, l'hypothèse donc est à retenir. Alors, la dernière question consiste donc à proposer aux chercheurs une solution pour la protection contre l'obésité, autre que l'activité sportive et le changement de régime alimentaire. Donc, tenant compte de ce qui résulte donc de cet exercice, on peut proposer deux solutions. Vous en choisissez une. Donc, soit l'activation directe de la synthèse de la protéine UCP, c'est-à-dire pour donc activer le trajet libérateur de l'énergie thermique, de la chaleur, ou encore directement provoquer la diminution de l'activité enzymatique du complexe 4 de la chaîne respiratoire pour déclencher encore le ralentissement du trajet des protons en produisant l'ATP. Voilà, fin de l'exercice 1. Alors, التمرين الثاني ديال هذا المكون الثاني مرتبط بالوحدة الثانية أي l'information génétique. Dans le cadre de l'étude des mécanismes de l'expression de l'information génétique et de la transmission de certains caractères héréditaires, on propose l'exploitation des données suivantes. Là encore, les objectifs sont déterminés à l'avance. C'est d'abord donc des mécanismes d'expression et des mécanismes de transmission de certains caractères. L'émail dentaire est un tissu minéralisé dur qui recouvre la partie externe des dents et les protège. La formation de l'émail dentaire, phénomène appelé l'amylogénèse, est réalisée par des cellules appelées les amyloblastes. Ces cellules sécrètent une protéine nommée l'amylogénine, responsable de la mélogénèse. La mélogénèse imparfaite est une maladie héréditaire qui se caractérise par des difficultés de mastication et des douleurs dentaires. Pour comprendre l'origine génétique de cette maladie, on propose l'exploitation des données suivantes. La première donnée, le document 1 représente la relation entre l'amylogénine et l'état de l'émail dentaire chez une personne saine comparé à une personne atteinte par l'amylogénèse imparfaite. En se basant sur le document 1, montrer la relation protéine-caractère. Encore, rappelez-vous que le phénotype à l'échelle moléculaire, c'est toujours en rapport avec la protéine. Donc, remarquez bien que la personne saine, l'amyloblaste sécrète une amylogénine normale, ce qui va permettre une minéralisation normale de l'émail, d'où un phénotype macroscopique normal qui consiste en des dents saines. Alors que chez la personne atteinte, l'amyloblaste sécrète une amylogénine anormale, ce qui conduit à une minéralisation faible de l'émail, d'où
un phénotype macroscopique anormal qui consiste en des dents atteintes. Vous allez noter que tout changement au niveau de la protéine, qui est ici la méloginine, entraîne un changement de phénotype à l'état macroscopique, l'état de l'émail. Donc le caractère dépend d'une protéine. Le phénotype se détermine à 3 échelles, à 3 niveaux, microscopique, plutôt moléculaire, cellulaire et macroscopique. Et c'est le moléculaire donc, qui est à l'origine de phénotype macroscopique. La méloginine est codée par un gène nommé AMELX, AMELX, qui existe sous 2 formes alléliques, 2 versions donc alléliques, normale et mutée. Le document 2 présente un fragment de brin non transcrit pour chacun des 2 allèles. Notez bien que c'est le brin non transcrit qu'on vous présente, donc le brin non transcrit. Le document 3 présente le tableau donc du code génétique. Rappelez-vous, le code génétique, c'est la correspondance entre les différents codons et les acides aminés. Il vous permettra donc de traduire. Donc vous imaginez là que la question consiste donc à déterminer la séquence de l'ARN messager et celle des acides aminés correspondantes à chacun des fragments de l'allèle normal et de l'allèle muté, puis expliquer l'origine génétique de la mélogénèse imparfaite. Donc c'est toujours une... Donc les séquences d'ARN et des acides aminés demandées, cas de l'allèle normal, on va rappeler donc la portion de brin non transcrit proposé, donc c'est le brin codon. Il n'est pas nécessaire de rappeler le brin transcrit, mais on va le faire quand même. Le brin transcrit qui est le complémentaire de brin proposé. Rappelez-vous que le brin transcrit, c'est le brin non codon, alors que le brin non transcrit, c'est le brin codon. Donc l'ARN messager devrait correspondre au brin 5'3', qui est lui-même le brin non transcrit, à condition de prendre la précaution d'éviter le T, parce que l'ARN messager m'affiche le T, fait le. Et bien sûr, la séquence des acides aminés, vous allez vous référer le tableau le code génétique. Donc ça, c'est des opérations purement techniques, tout le monde sait le faire. Pour l'allèle normal, l'allèle muté, on va rappeler donc la séquence. Voilà, le brin non transcrit, le brin transcrit. Donc pour l'explication, notez que au niveau du 3e triplet, voilà, le 2e nucléotide, il y a le 3e triplet, le C est substitué, a été substitué par le T, le brin non transcrit, soit donc il a le brin transcrit, le G, il a été remplacé par le A, le brin transcrit, c'est-à-dire le C remplacé par le T, le brin non transcrit. Donc une mutation par substitution de 2e nucléotide C par T au niveau du 3e triplet de brin non transcrit de gène AMELX, soit un G par A dans le brin transcrit. Il faut être précis, bien sûr. Qu'est-ce que ceci a pour conséquence? Au niveau de l'ARN messager, le codon CCC est remplacé par le codon CUC. Donc un faux sens. Donc voilà. Après la transcription, donc l'apparition d'un codon CUC ayant un sens différent du codon sauvage CCC au niveau de l'ARN messager, ceci a pour conséquence la substitution de l'acide aminé proline par la leucine au niveau de la séquence peptidique. Et bien sûr, la synthèse donc d'une améloginine anormale, d'où une faible minéralisation de l'émail et par conséquent donc une amélogénèse imparfaite, c'est-à-dire un phénotype macroscopique malade. Donc vous imaginez que c'est aussi une façon de s'exprimer et d'expliquer. La deuxième partie de l'exercice consiste à comprendre le mode de transmission de 2 caractères héréditaires chez la drosophile, à savoir la couleur du corps et l'aspect des nervures des ailes. On propose donc l'exploitation des résultats des croisements suivants. Alors le premier croisement entre des femelles de race pure à corps gris et aux ailes avec une nervure transversale et des mâles de race pure à corps jaune et aux ailes sans nervure transversale. La génération F1 obtenue est composée d'individus à corps gris et aux ailes avec nervure sans transversale plutôt. Le deuxième croisement entre des femelles de race pure,
Donc c'est un croisement inverse, croisement réciproque du premier. Et donc, on rappelle donc les deux croisements. Le croisement le simplifie. Le croisement l'eau, il est simplifié. Donc femelle à corps gris, elle avec nervure, et mâle corps jaune sans nervure. 100% des individus de la F1 sont à corps gris à nervure. Donc en vous basant sur les résultats des deux croisements, déterminez en justifiant votre réponse le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Alors si on se contente déjà du premier croisement, notez déjà que la première génération, donc il s'agit déjà d'un cas de d'hybridisme, c'est l'aspect dial, les nervures et la couleur du corps, donc les deux caractères étudiés. Remarquez que le premier croisement il a donné une génération homogène, donc une génération F1 hybride homogène. La première loi est donc vérifiée, ce qui confirme la pureté des parents. Aussi bien pour la couleur du corps que pour l'aspect des ailes, la génération F1 exprime un phénotype parental. Il y a donc une double dominance. On va rappeler les allèles dominants. L'allèle responsable du corps gris dominant, on va le symboliser par grand G, G majuscule, c'est ce qu'on nous a proposé. L'allèle responsable du corps jaune et récessif, on le symbolise par G minuscule. L'allèle responsable de la présence des nervures et dominant, on le note par N majuscule. Et l'allèle responsable de l'absence des nervures et récessif. Le deuxième croisement, c'est le croisement réciproque. Vous notez que, malgré la pureté des parents, il a donné une génération hétérogène pour les deux caractères. Ceci nous ramène à l'exception de la première loi, puisque la loi n'étant pas vérifiée malgré la pureté des parents. Donc les deux gènes sont liés au sexe et sont portés par le chromosome X. Donc ce sont deux gènes liés et localisés sur le chromosome sexuel X. Sachant que la distance entre les deux gènes étudiés est de 13,4 centimètres, donnez les résultats attendus du croisement entre les individus des F1 issus du premier croisement en vous aidant d'un échiquier de croisement. Maintenant, on peut évaluer le pourcentage des phénotypes recombinés et là, on a la distance qui sépare les deux gènes. De même, si on dispose de pourcentages recombinés, on peut imaginer la distance qui sépare les deux gènes, puisque 1 centimorgane correspond à 1% de phénotypes recombinés. Donc on va rappeler que les deux gènes sont localisés sur la partie propre X. Donc les parents, ils ont le même phénotype, l'homme corps gris et elle avec nervure, puisqu'ils sont issus du premier croisement qui avait donné une génération homogène. Les génotypes, rappelez-vous donc, la femelle elle est hybride, le mâle elle est hémizygote, alors que la femelle elle est hétérozygote. Donc les gamètes susceptibles, n'oubliez pas que la distance qui sépare les deux loci est de 13,4 centimorganes. Donc au cours de la formation des gamètes chez la femelle, le pourcentage de gamètes recombinés devrait être estimé à 13,4 centimorganes, soit 6,7% X grand G petit n et 6,7% G serait là N kbira. Donc les gamètes. L'échiquier d'Yanna, l'échiquier de croisement, il devrait se présenter comme ça. Donc vous imaginez que les femelles, ils ont un même phénotype, c'est corps gris, elle avec une nervure transversale. Donc ils représentent 50% de l'échiquier. Et les 50% de mâles répartis comme suit. Comment est-ce qu'on détermine le pourcentage attendu de chacun des génotypes? On applique donc la loi de multiplication. C'est 43,3% multiplié par 1,5, ce qui fait donc 21,65%. Et là, par contre, c'est 6,7 multiplié par 1,5, soit donc 3,35. Puis on appliquera la loi de l'association, de l'addition. Hada plus hada plus hada plus hada, ça nous donne donc la totalité que l'homme ils sont grand G grand N. Donc les résultats attendus au maître. Le troisième et dernier exercice noté sur 4 points concerne donc l'évaluation de la troisième unité, soit l'utilisation des substances organiques et inorganiques et le problème de pollution. Le sixième rapport de
GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a signalé que la température moyenne de la Terre a subi une augmentation de 1,1 degré Celsius depuis 1900. Ce réchauffement climatique est dû principalement aux activités industrielles qui libèrent en moyenne 35 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Les océans assurent le stockage de 34% de CO2 libéré, jouant donc le rôle d'un réservoir naturel de carbone. Ainsi, afin de comprendre le rôle de ce réservoir de carbone et sa relation avec le réchauffement du climat, on présente les données suivantes. Là encore, vous imaginez que l'objectif il est clair et net. C'est le but donc est de comprendre le rôle des océans en tant que réservoir du carbone et sa relation avec le réchauffement climatique. La donnée 1, les océans recouvrent plus de 70% de la surface de notre planète et ils jouent un rôle central dans la régulation du climat par l'absorption d'une grande quantité de CO2. Le document 1 présente l'évolution de la quantité des émissions de CO2 qui résulte principalement des combustibles fossiles et de la quantité de CO2 absorbée par les océans entre 1995 et 2015. Alors la question, en exploitant les données du document 1, calculer la différence entre la quantité des émissions de CO2 et celle de CO2 absorbée entre 1995 et 2015. Puis formuler un problème scientifique en relation avec cette différence. Alors, c'est un simple calcul. Les émissions, je suis donc en 1995. Remarquez que ce qui est émis, nous sommes autour de 25 gigatonnes, alors que la quantité absorbée se situe autour de 15. Donc le calcul c'est très simple, c'est 25 moins 15, ce qui fait 10 gigatonnes par an. Alors, 2015, la quantité émise, elle est évaluée à 45 gigatonnes. La quantité absorbée par les océans n'est que de 20 gigatonnes, soit donc le calcul atteint 25 gigatonnes par an. Alors, la formulation de l'hypothèse, bien sûr, la formulation du problème doit être une réflexion en rapport avec cette observation. Et ce qu'on essaie de stimuler, c'est surtout votre curiosité scientifique. Partant de ce fait, bien sûr, l'augmentation de la différence entre les quantités émises de CO2 et celles absorbées par les océans en fonction du temps, une augmentation pratiquement de 150% en 20 ans, ce qui entraîne l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, et ceci devrait, bien sûr, vous inciter à penser aux causes. Donc, comment expliquer cette accumulation? En d'autres termes, quelle est l'origine de cette augmentation? Il est tout à fait normal, avant de se demander comment on va remédier à ce problème, d'abord de savoir cerner l'origine du problème. Alors, pour expliquer la variation de la différence entre la quantité des émissions de CO2 et celle de CO2 absorbée par les océans, de la période d'IEL 95-2015, on propose l'exploitation des documents suivants. La figure A, que voici, du document 2, présente le fonctionnement des océans comme réservoir naturel de carbone et la figure B, du même document, présente les différents réservoirs naturels du carbone. En exploitant les figures du document 2, déduire le lieu final de stockage de CO2. La figure A. Donc le CO2 absorbé par les océans subit d'abord une dissolution. Voilà. Donc la figure nous apprend que le CO2 atmosphérique subit une dissolution dans l'océan, dans l'eau océanique. Une partie de ce CO2 dissous va être assimilée par les plantes, notamment par le phytoplancton, en vue de réaliser la photosynthèse, et les algues, le phytoplancton et les algues. Une partie, par contre, va réagir avec le calcium et former des roches calcaires. Le tout, donc la matière organique produite et les roches calcaires vont se déposer dans les fonds marins, formant ainsi des roches sédimentaires calcaires. La figure B montre que la plus grande quantité de carbone stockée
est au niveau de la lithosphère, donc sous forme de roche sédimentaire justement. La figure B donc nous apprend que la lithosphère stocke la quantité la plus importante du carbone. Donc la déduction, très simple, le lieu final de stockage de CO2 est la lithosphère, soit donc au niveau des roches sédimentaires calcaires. La figure A du document 3 présente la variation de la température de l'eau dans les océans. Le calcul est fait par rapport à la température moyenne du XXe siècle, due au réchauffement climatique entre 1995 et 2015. La figure B du même document présente le résultat d'une étude expérimentale mesurant la variation de la quantité de CO2 dissoute en fonction de la température de l'eau. Alors, la troisième question, en exploitant le document 3 et les données précédentes, expliquer la variation de la différence entre la quantité des émissions de CO2 et celle de CO2 absorbée par les eaux océaniques entre 1995 et 2015. Alors, le document est fait de deux figures. La figure Lola, Katatina, la variation de la température de l'eau océanique en fonction des années. Chauffant en 1995, la température est de 0,2 degrés Celsius, alors qu'en 2015, il est de 0,8. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La température de l'eau océanique a augmenté de 0,2 à 0,8 entre 1995 et 2015. La figure B, Katatina, la quantité de CO2 dessous. Notez que pour une température de 0 degré, la quantité de CO2 dessous est de l'ordre de 1,2 mol par litre, alors que pour une température de 40 degrés, il est à peine de 0. Donc, il y a une nette diminution. Donc, la figure B nous apprend que la dissolution de CO2 dans l'eau océanique diminue en fonction de la température, puisqu'il passe de 1,2 mol par litre à une température de 0 degré, à 0 mol par litre à une température de 40 degrés Celsius. Donc, l'explication plausible, si on prend en considération toutes les données précédentes et ce qu'on vient de voir, le réchauffement climatique, bien sûr, il va contribuer à l'augmentation de la température des eaux océaniques, chose qui aura comme impact la diminution de la dissolution de CO2 dans les océans. Et ceci, bien sûr, va entraîner une diminution de dépôt de la matière organique et du calcaire dans les sédiments océaniques, chose qui va diminuer la capacité de stockage de CO2 par les océans entre 81, c'est ce qu'on avait noté auparavant. Alors, la donnée 3, les experts de GIEC ont proposé 3 scénarios possibles de la variation de la température moyenne de la Terre à l'horizon de 2100. Selon les mesures prises pour l'atténuation du réchauffement climatique, parmi ces mesures, la technique de captage et de stockage de CO2 qui consiste à capter le CO2 lors de sa production par les usines puis le stocker dans les sédiments profonds. La capacité de stockage artificiel de CO2 dans ces sédiments peut atteindre 2000 gigatonnes. Alors la quatrième question, en utilisant le document 4, les données précédentes et vos connaissances, calculez la différence de la variation de la température selon chaque scénario entre 2000 et 2100, puis justifiez le recours à la technique du captage et du stockage artificiel de CO2 pour éviter le scénario qui aura le plus grand impact sur le réchauffement climatique. Alors, je vous rappelle le document. On a 3 scénarios envisageables. Comme la variation de la température selon les trois scénarios. Il a donc mesuré la différence. Je vois le scénario A, 2000, je vois la température, en 2100, la température devrait être évaluée à 1,5 degrés Celsius, une augmentation bien sûr, alors qu'en 2000, il est de 0. Donc le calcul, il y a la différence, c'est 1,5 moins 0, soit 1,5 degrés Celsius. Le scénario 2, en 2000, c'est 2,5. En 2000, donc c'est 0. En 2000, 100. Donc le calcul aurait atteint 2,5 degrés Celsius comme variation moyenne. Le scénario 3 atteint 4,5 degrés Celsius. Donc vous imaginez que le scénario 3 voit le pire des scénarios. Donc c'est lui qui a un impact très très significatif sur le réchauffement climatique. Donc la justification le recours
à ce captage artificiel, à ce stockage artificiel de CO2. Bien sûr, le captage et le stockage artificiel de CO2, il a comme impact, il va avoir comme impact le stockage de CO2 dans les sédiments profonds. On a vu tout à l'heure, donc c'est le réservoir et le CO2. Et ceci a pour conséquence de limiter l'émission de CO2 dans l'atmosphère, ce qui va avoir un impact sur la limitation de l'augmentation de la température moyenne terrestre, donc l'amortissement de réchauffement climatique, ce qui va nous permettre d'éviter le scénario 3 ayant un impact énorme sur le réchauffement climatique. Voilà, je vous souhaite à vous tous une bonne réussite. Dans la prochaine capsule, je tâcherai donc de vous présenter la correction de la filière Sciences de la vie et de la Terre et puis celle de la filière Sciences Maths B, plutôt Sciences Maths A. Voilà, à la prochaine et bonne chance pour tout le monde.